tu es un fardeau pour le nom de cette famille, et tu es déshérité, me dit mon père, en pointant un doigt tremblant vers la porte. Il ne demanda pas qui était le père. Il ne demanda pas si j'allais bien. Il a simplement utilisé ma grossesse comme excuse pour me jeter dehors avant que je puisse exposer ses crimes. Je n'ai pas pleuré. J'ai attrapé sous ma chaise une petite boîte cadeau contenant 3 ans d'avis de prêts impayés qu'il avait falsifiés à mon nom, et je l'ai posée juste sur son set de table. Puis, je me suis retourné et je suis sorti dans la neige sans dire un seul mot. Avant de vous dire ce qu'il y avait dans cette boîte et comment cela a détruit sa vie 7 ans plus tard, laissez un commentaire. D'où regardez-vous en ce moment? Je veux voir jusqu'où cette histoire voyage. 7 ans, c'est long pour rester en colère, mais c'est le temps exact nécessaire pour construire un portefeuille capable d'avaler un homme tout entier. Je me tenais dans mon bureau, regardant l'horizon de la Défense. La vitre était froide contre mon front. Je n'étais plus la jeune fille enceinte et grelottante dans un manteau d'occasion. J'avais 29 ans, la fondatrice de VM Investissement, et je me spécialisais dans un secteur très spécifique du marché, la dette en souffrance. J'achetais des créances douteuses à des banques qui en avaient assez de poursuivre des mauvais payeurs, et je transformais ces mauvais payeurs en profit. Je suis retourné à mon bureau et j'ai appuyé sur la barre d'espace. L'écran s'est allumé, affichant une feuille de calcul que je construisais depuis 6 mois. Ce n'était pas une liste noire, c'était un bilan. En haut se trouvait LBC, l'entreprise de construction de mon père. Les chiffres étaient dans le rouge. Gérard avait toujours été doué pour serrer des mains et terrible pour gérer la trésorerie. Il s'était surendetté sur 3 projets commerciaux qui n'avaient mené nulle part, et maintenant les intérêts le rongeaient. Il pensait se battre contre une mauvaise économie. Il pensait juste avoir une série de malchances avec les banques régionales. Il n'avait aucune idée que la main invisible qui lui serrait la gorge était la mienne. Je n'ai pas utilisé la magie, et je n'ai pas piraté un ordinateur central. J'ai simplement fait ce que tout créancier agressif ferait. J'ai appelé les vice-présidents des 3 banques locales détenant ces billets à ordre en souffrance. Ils étaient frustrés, épuisés par ces excuses, et terrifiés à l'idée que le défaut de paiement n'affecte leur rapport trimestriel. J'ai offert de leur retirer cette toxicité de leur livre pour 60 centimes par euro. Ils m'ont remercié. Ils ont signé les papiers, et c'est ainsi que je suis devenue la principale détentrice de la dette de Gérard. J'ai fait défiler jusqu'au total, 415 000 euros. Ce n'était pas une fortune pour un fonds spéculatif de la Défense, mais pour un homme comme Gérard, qui utilisait sa réputation pour louer sa voiture de luxe, c'était suffisant pour l'enterrer. Il se noyait, et j'étais la seule à tenir une bouée de sauvetage. Mon interphone a sonné. C'était mon avocat, un homme que je payais très bien pour être le visage de mon opération afin que mon père ne voie pas le mien avant qu'il ne soit trop tard. Il m'a dit que Gérard avait réagi à la pression. Il demandait une réunion pour savoir si VM Investissement était intéressé par un accord de restructuration. J'ai souri. Ce n'était pas un sourire heureux, c'était l'expression d'un chasseur qui vient d'entendre le piège se refermer. Gérard était arrogant. Il supposerait que VM Investissement était une entité corporative sans visage qu'il pourrait charmer ou escroquer, tout comme il avait escroqué tout le monde toute sa vie. Il penserait qu'il pourrait entrer dans une pièce, montrer les dents, signer un papier, et repousser le problème à plus tard pour une autre année. J'ai dit à mon avocat de l'organiser. Je lui ai dit d'offrir une bouée de sauvetage mais d'insister sur le fait que la fenêtre se fermait dans 48 heures. J'avais besoin qu'il panique. J'ai attrapé mon manteau. La phase d'acquisition était terminée. La liquidation était sur le point de commencer. J'ai conduit jusqu'au lieu de la réunion en silence. La radio était éteinte. J'avais besoin d'entendre mes propres pensées car pendant 7 ans, j'avais laissé sa voix noyer les miennes. Les gens demandent pourquoi je n'ai jamais riposté plus tôt. Ils supposent que je me suis enfui parce que j'étais une fille enceinte et effrayée qui ne pouvait pas supporter la pression de la maternité célibataire. C'est l'histoire que Gérard raconte à son club de golf. Il joue le père au cœur brisé dont la fille sauvage a disparu dans la nuit. Mais ce n'est pas pour ça que je suis parti. Je ne suis pas parti à cause du bébé, je suis parti à cause de la signature. J'avais 18 ans quand il m'a nommé secrétaire général de LBC. Il m'a dit que c'était une formalité, un moyen de construire mon curriculum vitae. J'étais naïve. Je lui faisais confiance. Il a posé une pile de papier devant moi et m'a dit de signer. J'ai signé.
Je ne savais pas que je signais des garanties personnelles pour des prêts commerciaux à haut risque qu'il avait déjà décidé de ne pas rembourser dans son esprit. Il a utilisé mon historique de crédit impeccable comme une veine fraîche à exploiter quand la sienne s'est tarie. Quand les avis ont commencé à arriver, j'ai essayé de lui poser des questions. Il a ri. Il m'a dit que j'étais hystérique. Il m'a dit de me concentrer sur ma petite vie et de laisser les hommes s'occuper des affaires. Je me suis souvenu du jour où j'ai essayé de louer un appartement 3 mois après mon départ. J'étais enceinte de 6 mois, portant un manteau qui ne fermait plus, debout dans un bureau de location qui sentait le café rassis et la cire à parquet. J'avais l'argent de la caution. J'avais une lettre de mon employeur, mais l'agent de location a regardé son écran d'ordinateur, puis m'a regardé avec un mélange de pitié et de dégoût. Elle m'a dit qu'elle ne pouvait pas me louer. Elle m'a dit que mon rapport de crédit était un désastre. J'ai fini par dormir dans ma voiture pendant 2 semaines avant de trouver un propriétaire qui acceptait de l'argent liquide au noir. J'ai passé ces nuits à grelotter, promettant à ma fille à naître que sa mère n'était pas un échec. Je n'étais pas une mauvaise payeuse. J'étais victime d'usurpation d'identité, et le voleur était l'homme qui était censé me protéger. C'est pour ça que j'étais là. C'est pourquoi le simple fait de le mettre en faillite n'était pas suffisant. Il y a un concept auquel je pense souvent, appelez-le « voleur de dignité ». Vous pouvez voler l'argent de quelqu'un, et il peut le regagner. Vous pouvez voler ses biens, et il peut acheter de nouvelles choses. Mais quand vous volez son nom, quand vous utilisez son identité pour couvrir votre propre incompétence, vous volez sa dignité. Vous le forcez à parcourir le monde avec une marque sur le front qui dit « indigne de confiance », pendant que vous vous promenez sans tâche. Gérard a passé 7 ans à dire au monde que j'étais l'erreur. Il a laissé la famille croire que c'était moi qui avais des problèmes d'argent. Il m'a laissé porter la honte de son avidité. Si je prends juste son entreprise, il trouvera une excuse. Il dira à tout le monde qu'il a été victime d'une prise de contrôle hostile. Un martyr écrasé par l'économie. Il gardera sa dignité. Je ne peux pas permettre ça. J'ai besoin de sa signature à nouveau. Mais cette fois, je ne veux pas qu'il signe une garantie, je veux qu'il signe des aveux. Je veux qu'il mette son nom sur un document qui admet, légalement et irrévocablement, qu'il est un fraudeur. Mon téléphone a vibré sur le siège passager. C'était un courriel de son avocat indiquant que son client demandait une clause protégeant son véhicule personnel de tout événement de liquidation future. J'ai ri. C'était un son froid et sec dans la voiture silencieuse. Il s'inquiétait pour sa BMW alors qu'il était sur le point de perdre son âme. Je suis entré dans le parking du cabinet d'avocat et j'ai vérifié mon reflet dans le rétroviseur. Je ne ressemblais plus à la fille qui dormait dans sa voiture. Je ressemblais à la femme qui possédait le parking. La salle de conférence adjacente à la mienne était insonorisée, mais le flux vidéo haute définition sur mon moniteur captait chaque bruissement de soie et chaque raclement de gorge arrogant. J'étais assise dans le noir, à regarder l'écran. Je ne piratais rien, je possédais la société écran qui louait la suite. Sur la longue table en acajou de la salle de conseil principale, j'avais placé un ordinateur portable élégant face aux chaises vides. La webcam était active, une petite lumière verte brillant fixement. J'avais dit à son avocat que c'était pour que des partenaires silencieux à Genève observent les débats. Gérard entra le premier. Il n'avait pas beaucoup changé en 7 ans, bien que les rides de stress autour de ses yeux fussent plus profondes, et son costume semblait un peu trop ample, comme s'il rétrécissait à l'intérieur de sa propre peau. Mais l'assurance était toujours là. Il jeta son manteau sur une chaise avec l'énergie insouciante d'un homme qui croit qu'il est sur le point de s'en tirer après un meurtre. Derrière lui marchait Julien. Le voir à l'écran envoya une décharge de glace dans mes veines. Mon ex-petit ami, le père de l'enfant que Gérard m'avait forcé à cacher. Julien avait mal vieilli. Il avait l'air mou, le visage bouffi de ce genre de gonflement qui vient de trop de dîner sur note de frais. Il portait la mallette de Gérard, jouant le lieutenant loyal. C'était pathétique. Il avait échangé son propre enfant contre un poste de direction intermédiaire dans une entreprise en faillite. Gérard se moqua des bureaux, les qualifiant de gaspillage d'argent conçu pour que les capital risqueurs se sentent importants. Il s'assit en bout de table, ignorant l'ordinateur portable ouvert. Il ne regarda même pas la lumière verte. Pour lui, la technologie n'était qu'un outil pour les gens en dessous de lui. Julien demanda s'ils étaient sûrs que VM Investissement était légitime, notant que nous avions agi rapidement sans diligence raisonnable.
Gérard répliqua sèchement, lui disant d'arrêter de s'inquiéter. Il prétendit que nous ne regardions pas les livres comptables, mais la marque. Il croyait que le nom LBC Bâtiment signifiait encore quelque chose. Il expliqua son plan, prendre l'injection de liquidité, éteindre les incendies immédiats, et dans 6 mois, refinancer à nouveau. Je me suis penché plus près de mon écran. C'était là, l'aveu. Il ne prévoyait pas de redresser l'entreprise. Il prévoyait de faire rouler la dette. C'était un drogué cherchant sa prochaine dose. Gérard se tourna vers son avocat et exigea que 46 000 € soient déplacés vers un compte à Monaco une fois le virement effectué. Il refusait de perdre la compte de sa maison au bord du lac juste parce que les fournisseurs se plaignaient des factures. Quand son avocat l'avertit d'attendre la contrepartie, Gérard ricana. Il rit, un son sec et rauque, et dit que cela lui rappelait sa fille. Il se moqua de la façon dont je m'inquiétais des permis et des budgets. Quand Julien prononça mon nom, la voix de Gérard baissa d'une octave. Il lui dit de ne pas prononcer mon nom. Il me traita de faible. Il dit que je ne pouvais pas supporter la pression de la vie qu'il avait construite. Il supposa que je devais probablement servir des tables dans un bar miteux de la Creuse, le blâmant pour mes échecs. Il m'a qualifié de mauvais actif. Je fixai son visage pixelisé. Un mauvais actif, une perte à radier. Il ne voyait pas une fille. Il voyait une ligne de compte qui ne rapportait pas de profit. Ma main plana sur le bouton du microphone. Je voulais crier. Je voulais lui dire que la serveuse dont il se moquait possédait actuellement le bâtiment dans lequel il était assis, mais je me suis retenu. Crier, c'est pour les victimes. Les bourreaux restent silencieux jusqu'à ce que la lame tombe. J'ai vérifié l'heure. Mon avocat se tenait dans le couloir, attendant mon signal. Gérard était à l'aise maintenant. Il se sentait en sécurité. Il se sentait supérieur. Il était exactement là où j'avais besoin qu'il soit. J'ai envoyé un texto à mon avocat pour lui dire d'entrer. Mon avocat, Maître Dubois, entra dans la pièce avec le silence d'un homme qui sait exactement comment le jeu se termine. Il ne s'excusa pas pour l'attente. Il n'offrit pas de poignée de main. Il posa simplement un lourd classeur en cuir au centre de la table en acajou. Gérard ne le regarda même pas. Il rapprocha le classeur, feuilletant les 20 premières pages de définition juridique avec l'impatience d'un toxicomane cherchant une aiguille. Il cherchait une chose, le calendrier de décaissement. Il voulait voir le chiffre. Il trouva le montant à la page 4, 415 000 €. Il sourit, notant que cela remettait les compteurs à zéro avec les banques régionales. Maître Dubois resta debout et lui dit que la ligne de crédit dépendait de la signature. Gérard sortit un stylo plume en or de la poche de sa veste. C'était un Saint-Dupont, probably booked on credit 3 years ago. Il dévissa le capuchon et plana au-dessus de la ligne de signature. Puis, pendant une fraction de seconde, les instincts d'un escroc de longue date prirent le dessus. Il hésita. Il retourna à la page précédente, ses yeux balayant les paragraphes denses de la clause 14. Mon cœur battait la chamade contre mes côtes. La clause 14 était l'interrupteur fatal. Gérard posa une question sur la clause concernant le défaut de paiement déclenchant une accélération immédiate. Il lisait. Il n'était pas censé lire. Maître Dubois vérifia sa montre. Il n'avait pas l'air nerveux. Il avait l'air de s'ennuyer. Il dit à Monsieur Lemoine que la fenêtre pour le virement de l'injection de liquidité se fermait à 4 heures de l'après-midi précise. C'était dans 4 minutes. Il tapota le cadran de sa montre et expliqua que s'il manquait la fenêtre, les fonds resteraient sous séquestre pendant le week-end et il devrait réévaluer les conditions lundi. Les taux d'intérêt avaient augmenté ce matin-là. L'accord pourrait changer. C'était un beau mensonge. Il n'y avait pas de fenêtre de virement. Je contrôlais l'argent. Je pouvais l'envoyer à minuit si je le voulais. Mais Gérard ne le savait pas. Gérard savait qu'il avait des chèques de paie qui allaient être rejetés demain. Il savait que la reprise de sa BMW était prévue pour lundi matin. L'avidité combattait la prudence dans ses yeux. Je l'ai vu se produire en haute définition. La peur d'attendre 3 jours, de faire face à un week-end sans argent, a submergé son instinct de survie. Il lança que lundi était trop tard et accepta de signer immédiatement. Il retourna la page. Il pressa la plume du stylo sur le papier. L'encre coula.
Il signa son nom avec une fioriture, grande et bouclée, la signature d'un homme qui se croyait important. Il ordonna à Julien de témoigner. Julien signa en dessous de lui, désireux de plaire, désireux d'obtenir sa part. Il n'avait aucune idée de ce qu'il venait de faire. En droit commercial, l'option nucléaire est une reconnaissance de jugement, interdite dans de nombreux États pour les prêts à la consommation parce qu'elle est brutalement prédatrice. Mais dans le domaine des prêts commerciaux à Paris, c'est tout à fait légal. En signant cela, Gérard ne prenait pas seulement un prêt. Il renonçait à un procès, à un avocat, à une notification, à tout. Il me donnait en gros un déclencheur et m'autorisait à l'avance à l'actionner. Gérard ferma le classeur avec suffisance. Il dit à Maître Dubois de louer son choix intelligent et exigea la confirmation du virement. Il pensait avoir acheté 6 mois de plus pour saigner l'entreprise, mais l'encre était sèche. Le piège était refermé et j'ai arrêté de me cacher. Je suis entré vêtu d'un costume anthracite sur mesure, pas du manteau d'occasion dans lequel j'avais disparu 7 ans auparavant. Le silence se fit dans la pièce. Gérard leva les yeux, irrité, puis me reconnut. La couleur quitta son visage. Je lui ai dit de s'asseoir. Julien protesta que c'était une réunion privée et je leur ai dit calmement qu'il rencontrait VM Investissement, Valérie Martin. J'ai demandé s'ils n'avaient sérieusement pas vérifié les registres de la société à responsabilité limitée, si désespérés pour de l'argent qu'ils n'ont jamais regardé qui signait le chèque. Gérard tenta de se reprendre. Acheter sa dette faisait de moi sa partenaire. Il prétendit que le contrat lui donnait 6 mois avant le paiement. Il tapota le classeur comme un trophée. Je lui ai dit que l'encre était sèche sur un document frauduleux. Je lui ai glissé une enveloppe Kraft. À l'intérieur se trouvaient des photos datées en haute résolution d'un parc de reprise de Gennevilliers, prises la veille, montrant que les excavatrices et grues libères qu'il avait listées comme garantie avaient déjà été saisies. J'ai cité la clause, l'emprunteur garantit que la garantie est en sa possession et libre de tout privilège. Il avait gagé des actifs qu'il ne possédait pas. Le défaut de paiement n'était pas dans 6 mois. C'était immédiat, quelques secondes après la signature. Je me suis tourné vers Maître Dubois. Exécuté. Il expliqua que la reconnaissance de jugement permettait un jugement immédiat en cas de défaut et qu'il avait déjà déposé électroniquement l'affidavit auprès du greffier du comté. J'ai regardé Gérard dans les yeux. Je ne l'ai pas poursuivi en justice. Il avait renoncé à ce droit. Le jugement a été rendu. VM Investissement avait maintenant des privilèges sur ses comptes bancaires, ses investissements et sa maison. Julien a crié que c'était illégal. J'ai dit que c'était le droit commercial et que c'était fait. Les saisie-arrêts étaient déjà en cours de signification. Compte gelé, carte morte, et la dépanneuse était en route pour la BMW. Gérard s'est effondré, soudainement petit, et a essayé de jouer la carte du père. Je lui ai dit qu'il était mon père quand il a falsifié ma signature, ruiné mon crédit et m'a laissé dormir dans une voiture. Il n'était pas un père. C'était un mauvais investissement. Et je venais de le liquider. Alors Julien se leva, souriant. Il révéla le plan de secours. Un huissier de justice me remit une ordonnance de garde unilatérale, effective immédiatement, accordant à Julien la garde exclusive temporaire de notre fille, Lise. L'ordonnance reposait sur un affidavit que Gérard avait signé ce matin-là, me qualifiant de mentalement instable et suffisamment dangereuse pour que le juge agisse sans audience. Gérard me regardait avec une malice pure. S'il ne pouvait pas avoir mon argent, il détruirait ma vie. Julien proposa un marché, débloquer les comptes de Gérard, rendre l'entreprise, et peut-être qu'il abandonnerait la garde. Sinon, Lise partait ce jour-là. Il pensait m'avoir mis échec et mat. Il ne l'avait pas fait. J'ai interrogé Maître Dubois sur les honoraires. Julien confirma qu'il avait payé son avocat pour la garde 14 000 € et montra le chèque. J'ai lu le numéro de routage et lui ai dit qu'il était tiré sur le compte personnel de Gérard à la Première Banque de Paris, un compte que j'avais gelé 4 minutes plus tôt. Ce chèque serait sans provision. Son avocat ne déposerait pas une seule motion. Il laisserait tomber Julien avant le coucher du soleil. Le sourire de Julien mourut. J'ai dit à Gérard qu'il venait d'admettre un parjure devant 3 témoins. Maître Dubois, en tant qu'officier de justice, était obligé de le signaler. L'arrogance disparut. Il ne restait que la peur. Pas d'argent, pas de moyens de pression, pas d'avocat, et une enquête pour parjure à venir.
Je leur ai dit de partir avant que la sécurité ne les jette dehors. Julien froissa les papiers de garde, marmonna qu'il en avait fini, et sortit. Gérard resta un moment, attendant la pitié. Je n'en ai donné aucune. Je lui ai dit de partir, alors il sortit en traînant les pieds, un homme qui avait vendu son âme pour rien.